Alors, bonsoir tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à notre tout premier webinaire de l'année 2022. Alors, pendant que les gens vont rentrer, parce que ce soir, on est quand même assez nombreux, on a au-dessus de 300 inscriptions. Donc, je vais laisser les gens rentrer tranquillement. Je vais vous donner certaines consignes sur le déroulement de notre webinaire. Alors, mais tout d'abord, laissez-moi me présenter. Alors, je suis Isabelle Gosselin, agente de développement pour le PREL, les partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides. Donc, ce que je vous invite à faire pendant que tout le monde rentre, alors je vois déjà des gens qui ont écrit « Bonsoir ». Alors, oui, en effet, je vous invite, tout le monde, ceux qui ont envie, à écrire un petit commentaire dans ce qu'on appelle le chat, là, mais la boîte de discussion, la boîte de dialogue. Donc, n'hésitez pas tout le long de la rencontre à intervenir avec nous, à nous mettre vos commentaires, mais surtout, juste un instant, pourquoi on a la présentation? Alors, c'est pas grave, je vais continuer de parler, il n'y a aucun problème. Donc, dans le fond, je vais vous inviter tout le long à poser vos questions. Tout ce que vous avez là, comme questions tout au long de la conférence, je vais vous inviter à les écrire dans la boîte, dans le chat. Alors, vous écrivez vos questions. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les prendre en note tout au long de la conférence de M. Robillard. Et puis, à la fin, parce que dans le fond, notre webinaire, comment il fonctionne, hein, il dure 60 minutes. On a un 45 minutes de conférence suivi d'un 15 minutes de questions à la fin. Donc, n'hésitez pas à écrire vos commentaires. Moi, je vais, comme je vous disais, là, je vais les prendre en note. Puis à la fin, je vais pouvoir les poser en votre nom à notre conférencier. Donc, voilà pour le déroulement de notre webinaire. Je veux aussi vous rappeler que notre webinaire, il est enregistré. Donc, demain, vous allez recevoir un lien de rediffusion pour l'écouter. Et vous allez recevoir aussi, alors je vois plein de gens qui rentrent, je suis vraiment contente. Merci à tous ceux qui écrivent un petit commentaire, c'est bien apprécié. Alors, ce que je disais, oui, alors, au courant de la semaine prochaine, vous allez recevoir le WebiPlus, qui est un complément d'information au webinaire. Vous allez avoir le lien pour réécouter le webinaire et avoir plusieurs informations sur des thèmes qui auront été traités durant cette conférence. Et vous aurez aussi, je vous le dis tout de suite, ce que M. Robillard va vous présenter en format PDF, vous allez le retrouver dans le WebiPlus. Donc, s'il y a des choses que vous vouliez prendre en note et que vous n'avez pas eu le temps de faire, n'hésitez pas, attendez, là, puis la semaine prochaine, vous allez recevoir ça, vous allez pouvoir prendre le temps. Alors, le voilà justement, M. Robillard, bonsoir. Alors, le webinaire sur les interventions positives et optimistes chez les jeunes, va commencer avec M. Robillard, qui est psychopédagogue, enseignant et chargé de cours, à l'Université de Sherbrooke. Il va être avec vous pour toute la soirée. Je vous souhaite un bon moment en sa compagnie et moi, je vous retrouve à la fin pour notre période de questions. Donc, je vous cède la parole, M. Robillard. À vous. Alors, bonjour. Écoutez, je ne sais pas si vous m'entendez. On me dit que oui. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous pour un petit moment de partage sur un domaine qui est fascinant, c'est-à-dire sur l'éducation. On m'avait demandé de vous aborder sur la pratique d'intervention positive, d'intervention optimiste. Je pense que c'est ainsi qu'on devrait aborder l'éducation maintenant. Je vais me situer tout de suite au niveau de l'éducation. Depuis des décennies, on est beaucoup dans une éducation comportementaliste où on s'est intéressé beaucoup au comportement. Et à partir des comportements, on était en train d'agir ou de réagir face à l'enfant. Et maintenant, on sait, avec les études en neurosciences cognitives, en neurosciences affectives, sociales, que ce à quoi maintenant il faut beaucoup plus porter attention, c'est au niveau du développement du cerveau de l'enfant.
Alors, et c'est dans cette optique qu'on va parler plus d'une éducation développementale et une éducation qui favorise une approche et des interventions positives. Alors, j'ai préparé un document auquel vous allez pouvoir avoir accès. Étant donné que j'ai quelques minutes seulement, eh bien, je vais m'en tenir à l'essentiel. Si on veut parler d'une approche positive envers les enfants, les adolescents, d'abord, il faut définir ce concept d'intervention positive, le mot positif. Je sais qu'actuellement, ça fait un petit peu chatouiller certaines personnes quand on parle d'intervention positive, pensant que l'enfant fait ce qu'il veut et pas du tout. Une intervention positive, c'est une intervention donnée par un adulte alpha, un adulte qui répond aux besoins de développement de l'enfant. C'est un concept qui est mis de l'avant beaucoup par le grand docteur Gordon Neufeld. C'est cet adulte-là qui répond aux besoins de l'enfant par des interventions qui vont développer son cerveau. Une intervention positive, c'est une intervention qui permet justement d'emmener l'enfant, l'adolescent, à développer ce qu'on appelle le cerveau supérieur. Il y a le cerveau inférieur, qui est le cerveau reptilien, qui est le cerveau des émotions. Et lorsque l'être humain arrive au monde, il arrive avec ce bagage de son cerveau inférieur qu'on peut appeler. C'est un être d'émotion. Et dans son développement, grâce à la présence des adultes, eh bien, l'enfant peut développer tout le potentiel de son cerveau supérieur. Et une intervention positive, mais c'est justement de permettre l'expression, le développement de ses capacités de son cerveau supérieur, de ses fonctions, par exemple, d'être capable d'inhiber ses comportements, de régulariser éventuellement ses émotions, de se maîtriser, de faire des liens, d'avoir un cerveau qui est capable d'avoir une flexibilité, par exemple, dont on appelle les fonctions cognitives, d'être capable d'être avec les autres. Alors, notre travail, c'est ça, comme adulte, qu'on soit comme parent, qu'on soit enseignant, peu importe la fonction de l'adulte, dans une école, autant la secrétaire, le concierge, peu importe, tout adulte devrait avoir cette perception que lorsque je suis en présence des enfants, des adolescents, mon travail, c'est d'aider ce jeune-là à développer tout le potentiel de son cerveau supérieur qui prend du temps. On sait maintenant que le cerveau atteint sa maturité au niveau de son développement structurel, de son développement des réseaux de neurones entre 40 et 45 ans. C'est l'être vivant qui prend le plus de temps à se développer au niveau du cerveau. On sait que le lobe frontal, qui est la partie supérieure du cerveau, le lobe frontal surtout, une partie importante, atteint sa maturité entre 25 et 30 ans. C'est-à-dire à la fin de la deuxième période de l'adolescence. Et si on se réfère à Daniel Siegel, par exemple, dans son magnifique volume « Le cerveau de votre ado », eh bien, on voit bien que l'ado a deux périodes. La période de 11-12 ans jusqu'à 16-17 ans, donc tout le temps de l'école secondaire, puis de 18 à 25, qui est une deuxième période d'adolescence, qui est l'intégration dans l'âge adulte. Et là, voilà le lobe frontal qui devrait atteindre sa maturité entre 25 et 30 ans, si tout va bien, évidemment. Et le lobe frontal commence à fonctionner davantage. On sait maintenant vers 7 ans, 8 ans, 9 ans, même 10 ans. Et tout ça,
ce dont il faut comprendre, c'est que ça demande la présence des adultes pour développer un cerveau équilibré, un cerveau épanoui, un cerveau intégré. Eh bien, l'être humain, l'enfant, l'adolescent a besoin de la qualité de présence des adultes. C'est-à-dire un adulte qui est solide, un adulte qui a un peu de connaissance, parce que notre outil, c'est le cerveau. Un adulte qui est capable à la fois, dans ses interventions, manifester de la bienveillance, c'est-à-dire du respect, hein, de la considération, de l'encouragement, du réconfort, de la gratitude aussi, de la gentillesse, supporter, accompagner. Alors, ce sont des éléments de la bienveillance. Dans le fond, c'est de l'altruisme. Et avoir de l'empathie, comprendre l'enfant, comprendre son développement, comprendre sa nature, et également agir avec une saine autorité et fermeté. J'insiste beaucoup sur le mot sain, S-A-I-N. Une saine autorité. L'enfant a besoin de cette hiérarchie que l'adulte est là pour prendre soin de moi. Et évidemment, ça nous amène à regarder différemment notre façon d'être et d'agir avec l'enfant. L'enfant a besoin de moi comme un être solide, un être alpha, qui est capable de répondre à mes besoins, de m'encadrer avec une saine autorité et une saine fermeté parfois aussi, mettre des structures, mettre des balises. Un adulte qui est capable d'être la solution à ce que je vis comme enfant, comme adolescent. La première solution, c'est la qualité de présence des adultes, la compréhension des adultes. Et il est capable aussi de m'aider à pouvoir vivre le plus sainement possible mes émotions, à pouvoir développer mes capacités aussi d'apprentissage. Alors, c'est un petit peu là, dans ce triangle empathie, bienveillance, saine, fermeté, que se situe ce qu'on appelle, puis tout ça, c'est basé sur des recherches en neurosciences. Hein? Moi, j'invente rien. Moi, je suis un transmetteur. Dans le document, vous allez avoir accès à différents volumes, à différents livres, à différents auteurs. Et depuis 20-25 ans, bon, ces recherches-là m'ont amené à modifier mon propre cerveau. On sait, la neuroplasticité, c'est cette capacité de transformer son cerveau. Et évidemment, ben, en tenir compte davantage du cerveau des autres et des jeunes, de la jeune enfance, de l'enfance, de l'adolescent, même des adultes. Je fais beaucoup de consultations en psychopédagogie, autant pour les adultes que pour les jeunes. Et ces connaissances-là m'aident beaucoup à mieux comprendre les individus. Et surtout à comprendre la nature. J'insiste beaucoup sur le fait qu'on doit, en tant qu'adulte, avoir des connaissances. C'est d'ailleurs notre regretté Serge Bouchard qui disait que l'humain, c'est un être extraordinaire. C'est un être qui peut être à la fois malveillant et bienveillant. Et, ça, il le dit souvent. Mais c'est un être qui peut, par sa capacité de réflexion, sa capacité d'acquérir des connaissances, être un être extraordinaire. Et que tous les enfants, tous les jeunes ont besoin de cet être qui est l'adulte, capable de les accompagner dans leur développement. Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là que se situe ce qu'on peut appeler l'approche positive. C'est pas une approche qu'on laisse aller l'enfant, au contraire. On est là pour les accompagner, pour les guider. Et parfois, ben, on est là aussi pour les accompagner dans leurs émotions comme la frustration. Hein? D'aider les enfants à développer la tolérance à la frustration. Parce que dès le début de notre vie, s'il y a quelque chose qui est clair comme réalité, comme lucidité, c'est qu'on débute sa vie avec de la frustration.
Le bébé a chaud, a froid, il a besoin de la chaleur de sa maman, de son papa, il a faim, il doit attendre. Et ça commence là, hein? Ça commence là. Et comment l'adulte, avec sa patience, avec ses connaissances, avec sa persévérance aussi, il va tranquillement développer des réseaux de neurones parce que tout passe par le cerveau. Hein? Notre outil, c'est le cerveau des enfants, c'est le cerveau de l'autre et notre propre cerveau. C'est pour ça qu'on a besoin de d'être dans un état d'introspection, nous les adultes, de réfléchir, d'aller s'informer. D'ailleurs, tout ce que je dis ce soir, comme je l'ai dit tantôt, est basé sur des études. Et j'invite beaucoup les adultes à les lire. Quand je rencontre des parents pour les aider en psychopédagogie, je les invite à lire, par exemple, le livre de Deborah McNamara, Jouer, grandir et s'épanouir, par exemple, les livres de Mme Guéguen ou de Joël Monzé. Alors, tout ça fait en sorte de nous, les adultes, qu'on s'enrichit. On s'enrichit en présence des enfants. S'il y a une chose que j'ai découverte dans ma vie aussi, c'est que nous, les adultes, à partir de 30 ans, on va dire ainsi, c'est important. Je peux continuer? Oui, alors, oui, merci de votre patience. C'est inouï comme toute la technologie a un côté positif de développer notre patience, de développer notre tolérance à la frustration. Alors, voilà. Alors, je disais tantôt qu'il fallait s'intéresser beaucoup à comprendre la nature des enfants. Donc, dans sa nature, l'enfant a un cerveau immature et il a aussi une immaturité affective. L'enfant est souvent sous l'emprise de son cerveau émotionnel et reptilien. Parfois, j'entends des phrases qui, pour moi, ça ne fait pas de sens. Bon, un jeune enfant, j'en parlais cet après-midi avec une responsable d'un CPE, quand les adultes disent à un enfant, ben, t'as pas fait un bon choix. Ben, écoutez, je trouve pas que c'est une intervention positive, parce que d'abord, à 4 ans, il y a un cerveau immature, son lobe frontal n'est pas encore en fonction. Les choix qu'il prend, c'est des choix instinctifs, c'est des choix qui viennent de son cerveau émotionnel, de ses désirs et tout ça. Puis là, on lui dit, tu n'as pas fait un bon choix. Il faudrait peut-être qu'on s'arrête et dire, ben non, le choix qu'il a pris, ben, je vais l'orienter, je vais l'accompagner là-dedans, je vais l'emmener dans un autre contexte si je vois que c'est pas un bon contexte pour lui. Faisons attention à faire porter à l'enfant ce qu'il ne peut pas porter. Hein? L'autre chose, dans la nature de l'enfant, mais l'enfant a un immense besoin de vivre une saine dépendance à ses figures d'attachement. Et ça dérange beaucoup les gens quand on parle d'une saine dépendance. Je ne peux pas arriver à avoir une intervention qui soit dans l'ordre du positivisme, qui construit son cerveau, si l'enfant n'est pas en saine dépendance avec moi. Pendant des années, ça fait des années, même très, très longtemps, on prend l'autonomie à tout rompre, hein, soit autonome. Des fois, j'entends des adultes dire à un enfant de 2 ans, 3 ans, ben là, tu es un grand garçon, là, hein? Un grand garçon à 2 ou 3 ans. Bon, je me demande qu'est-ce que ça fait à l'enfant? Il soit autonome. J'ai rien contre l'autonomie. L'autonomie, elle va venir, elle va s'installer à l'intérieur de nous. Lorsque mon cerveau va être prêt à pouvoir fonctionner, à pouvoir m'adapter, à pouvoir être moi-même, ce qu'on appelle beaucoup la maturité affective. Mais avant d'arriver à cet état d'autonomie qui va me permettre de faire des choix judicieux pour moi-même, pour les autres, pour l'environnement, ben, j'ai besoin d'être en saine dépendance. Et d'ailleurs, quand vous lisez le magnifique volume de Mme Schenklen et de M. Christophe André, ces liens qui nous relient, où on parle de l'interdépendance, dans le fond, c'est de l'interdépendance qu'on devrait davantage parler, et pas nécessairement de l'autonomie. Alors, c'est important, ça, de savoir que le jeune, c'est mon travail à faire en sorte qu'il soit en saine dépendance. Hein?
et que moi je sois en saine autorité, hein, en saine fermeté. Cette hiérarchie, elle est importante pour sécuriser un cerveau. Je vais aller plus loin même. Ma fille qui est en théâtre, elle me disait, papa, quand qu'on est en saine sécurité, en saine dépendance avec un metteur en scène, c'est inouï. Tout ce qu'on peut sortir de qualité, de force à l'intérieur de nous comme comédien, comme comédienne. Je regarde les sportifs, lorsqu'ils sont en saine dépendance avec leur coach, mais c'est inouï comment ils vont se développer. Hein, le développement, la base de tout chez l'enfant, qu'il soit en sécurité, en savoir que l'adulte qui est au-dessus de moi ici, là, c'est ma solution et que j'ai une fin d'être sous sa saine dépendance parce que c'est avec cette sécurité-là que mon cerveau va se développer et que l'adulte, lui, va avoir des interventions propice, il va m'apprivoiser, il va répondre à mes besoins fondamentaux, pas nécessairement à toutes mes demandes. Et si jamais je vis des états émotionnels perturbants, mais il va être là justement pour bien m'encadrer, pour bien m'encadrer. Donc, le quotidien de l'enfant structure son cerveau et particulièrement les relations avec les adultes. J'insisterai jamais assez. Les enfants ont besoin de nous, les adultes. Et ça nous donne toute une importance. Ils ont besoin de nous, de notre approche vers eux, hein? S'approcher vers eux, aller vers eux de façon à construire leur cerveau. Et ils ont besoin aussi d'aller explorer leur environnement. Puis ils vont explorer l'environnement lorsqu'ils sont en sécurité avec des adultes. Vous savez, Boris Cyrulnik nous mentionne depuis des décennies qu'il y a deux grandes catégories d'enfants. Il y a les enfants bien partis, puis les enfants mal partis. C'est un fait, ça. C'est une réalité. J'aime beaucoup la réalité, la lucidité. Il y a des enfants qui sont des bien partis parce que lorsqu'ils arrivent au monde, ils ont des adultes. Ces enfants-là sont avec des adultes qui les sécurisent, qui leur offrent un attachement sécure. Toute la base, c'est sûr, la base de l'attachement sécure. Et là, leur cerveau se permet de grandir et à évoluer. Les enfants mal partis, ils sont dans un milieu où leur attachement est insécure. Alors, qu'est-ce que ça fait au niveau du cerveau? Dans notre lobe frontal, préfrontal, vous voyez le mien qui est assez dégarné, eh bien, le côté droit, eh bien, s'active, parce que tout est une activation de neurones. Hein. S'active des réseaux de neurones lorsque je vis un état émotionnel ou un état physique perturbant, désagréable. Par exemple, si je vis de la frustration, si l'enfant vit de la frustration, de la méfiance, de l'hypervigilance, de la tristesse, la peur, la colère, bien, on sait maintenant, c'est Richard Davidson, un des grands chercheurs qui a étudié le lien entre les neurones et les émotions. Alors, c'est les neurones du lobe préfrontal droit qui s'activent. Et évidemment, cette activation-là m'emmène, c'est des signaux d'alarme. Hein? La frustration, la colère, la tristesse, c'est des signaux d'alarme. Et ça m'emmène d'être en hypervigilance. Pour me protéger. Mais c'est pas ça qui va construire mon cerveau. Alors, quand je vis un attachement insécure, quand je vis de l'insécurité, il y a une fréquence d'activation des neurones du lobe préfrontal droit. J'ai passé mon adolescence, mon enfance là-dedans. J'ai vécu avec des parents qui ne pouvaient pas me sécuriser parce qu'eux-mêmes n'étaient pas sécurisés. Et c'est pour ça que c'est important, nous, comme adultes, de travailler. Il faut travailler sur nous, les adultes. Les enfants n'ont pas à travailler nécessairement sur eux. Hein. C'est nous, les adultes, qui devons travailler sur nous pour leur offrir le plus de sécurité possible, parce qu'un cerveau, ça se change, ça se modifie à cause de la neuroplasticité.
Et le lobe préfrontal gauche, mais s'activent les neurones qui, justement, lorsque je suis dans un état de bien-être, de sécurité, de plaisir, de contentement, de satisfaction, c'est les neurones du lobe préfrontal gauche qui s'activent. Voilà. Et ça, c'est toute une découverte. Puis que notre travail, c'est d'aider l'enfant à l'accompagner lorsque s'activent ces neurones du lobe préfrontal droit pour qu'il ait accès à l'activation de ces neurones du lobe préfrontal gauche. Alors, et tout ça, mais c'est notre travail de l'aider là-dedans. Ce qu'il faut comprendre aussi dans la nature de l'enfant, à ne pas oublier que l'enfant a un potentiel de nombreuses forces dans son cerveau. Et ces forces-là vont se développer justement dans une approche positive. S'il ne reçoit pas une approche positive, des interventions positives, eh bien, ça va freiner l'expression, le développement de ces forces. Martin Seligman, par exemple, qui est le fondateur de la psychologie positive, avec ses recherches, eh bien, il nous a montré comment l'être humain, dès sa naissance, a le potentiel au moins de 24 forces bien nommées scientifiquement. Hein? La psychologie positive est basée sur des recherches en sciences. Il y a plus que 24 forces bien nommées. Par exemple, l'amour de l'apprentissage, la curiosité, la tempérance, la maîtrise de soi, la gratitude. Alors, on a toutes ces forces-là. Et elles se développent davantage dans un milieu où, justement, les adultes prennent soin des enfants et les sécurisent. Quand je regarde actuellement ce qui se passe dans notre société avec les jeunes actuellement, eh bien, ça m'attriste d'abord de voir des gens qui sont malmenés ou qui vivent des drames, mais ça m'attriste aussi de voir que ceux qui commettent ces actes-là, mais c'est des gens malheureux. C'est des jeunes malheureux. Ça, je peux le dire. Jeune, j'aurais pu être là-dedans. Heureusement, il y a eu des adultes dans ma vie qui m'ont aidé par leur approche positive à refaire mon cerveau lentement, tranquillement. Et c'est une des plus belles réussites d'ailleurs, non pas d'avoir les meilleures notes, mais une des plus belles réussites, c'est d'avoir un cerveau équilibré, épanoui, un cerveau altruiste, hein, avoir un cerveau altruiste. Alors, voilà un peu l'essentiel de ce dont je voulais parler sur la nature des enfants. À ne pas oublier aussi que l'enfant et l'adolescent a une nature imprévisible. Autant il peut démontrer de la bonté, de l'affection, de la confiance aux adultes, autant également le jeune peut manifester de l'opposition, de la résistance, de la défensivité envers des adultes. L'enfant est imprévisible. Il n'y a pas tout ce contrôle. Là. L'humain, d'ailleurs, est imprévisible aussi. Hein. Par contre, un adulte bien équilibré, il est davantage prévisible. Davantage prévisible. Vous l'êtes, si vous êtes là, vous êtes davantage prévisible. Mais l'enfant, le jeune, il est imprévisible. Et c'est une des caractéristiques de son cerveau immature. Je voudrais apporter un petit commentaire que je dis souvent. Faisons attention à ne pas étiqueter nos jeunes. Quand on étiquette nos jeunes, il n'y a rien de constructif. Par exemple, j'entends dire « oh, c'est un trouble d'opposition ». Il n'y a pas vraiment de trouble d'opposition chez des enfants, chez des jeunes. Oui, le trouble peut arriver. J'ai eu un trouble d'opposition dans la vingtaine. Bien sûr, dans la vingtaine, avec toute mon histoire de vie. Mais jeune, quand l'enfant s'oppose, bon, c'est d'abord souvent par protection. Il va s'opposer parce que ses besoins ne sont pas répondus, peut-être. Il va s'opposer peut-être parce qu'il n'y a pas, à ce moment-là, un lien d'attachement sécure avec l'adulte.
Évidemment, si l'adulte utilise une approche qu'on pourrait dire négative, avec des menaces, des sanctions, des punitions, et ben évidemment, tout être humain, à un moment donné, ben, il va finir par s'opposer. Alors, faisons attention. J'entends souvent aussi dire un tel jeune, c'est un anxieux. Hein? Non, ce n'est pas un anxieux. Hein? C'est un jeune en développement. Puis oui, il a probablement, comme mes petits-enfants, j'ai 6 petits-enfants, puis il y en a 2, entre autres, une jeune fille de 11 ans, puis un garçon de 18 ans, qui sont affectés d'un anxieux. Hein. Ils ont un anxieux à l'intérieur d'eux qui les visite assez fréquemment, ou du moins intensément dans certains contextes. Mais ce ne sont pas des anxieux. Ce sont des jeunes en plein développement. Dans l'approche positive, s'il y a quelque chose d'important pour terminer peut-être là-dessus, c'est les mots. Et d'ailleurs, j'ai vu dernièrement un texte qui nous disait comment les mots affectent des chemins neuronaux dans notre cerveau. Si je dis à un enfant, t'es fatigant, ben, le chemin neuronal qui est activé, c'est pas le même que si je lui dis, qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est pas le même, c'est pas la même place dans le cerveau. Et ça, ben, je fais attention beaucoup aux mots pour ne pas justement causer des mots MAUX. Alors voilà, je ne sais pas combien de temps il me reste. Je voudrais dire aussi, faisons attention à des mythes. Hein. Il y a beaucoup de mythes en éducation. D'ailleurs, en neurosciences cognitives, avec Steve Masson, par exemple, il nous fait voir tous les mythes qu'il y a au niveau de l'apprentissage. C'est inouï, ça. En neurosciences affectives aussi, j'ai juste encore quelques petits... Non, attendez, je vais juste vous dire, vu qu'on a perdu un peu de temps au début, qu'on a un petit problème technique, je vais vous laisser continuer encore un petit bout de temps, mais juste vous demander, êtes-vous rendu encore à cette diapo-là? Peut-être les changer un peu si vous êtes... ben là, j'ai pas suivi, oui. Vous n'avez pas suivi? J'ai pas suivi avec les diapositives. OK, mais c'est juste pour un petit... Oui, d'accord. Alors, ce que je voulais dire aussi, faisons attention à des mythes. Gabor Maté, un médecin, un très bon chercheur d'ailleurs, à lire cet homme-là, ses livres. Gabor Maté qui a écrit un livre, par exemple, L'esprit dispersé, qui est fameux à lire, ben, il nous fait voir comment on a des mythes. Exemple, l'enfant ne veut qu'attirer l'attention. Il ne veut pas seulement attirer l'attention. Il a d'abord besoin de la relation sécure. Puis, évidemment, il a besoin d'être vu, d'être entendu, d'être écouté. C'est un besoin fondamental, ça. Mais le mythe, c'est de dire, ben, il ne veut qu'attirer l'attention. Bien non, c'est un mythe. Où des fois, j'entends, mais l'enfant fait exprès pour déranger l'adulte. Ben non, l'enfant ne fait pas exprès pour déranger l'adulte. Il utilise certains comportements pour se faire entendre, pour se faire voir, pour attirer justement la présence de l'adulte. Ou encore, l'enfant manipule l'adulte en toute connaissance de cause. Il ne peut pas être en toute connaissance de cause. Il n'y a pas le cerveau mature pour ça. Moi, en toute connaissance de cause, ben, je peux fatiguer quelqu'un, comme ma femme, par exemple, lorsque je sens qu'on aurait besoin de proximité. Mais pas l'enfant. Alors, c'est un mythe, ça, encore. Ou encore, quand on voit que le comportement de l'enfant est responsable de la tension, de l'anxiété des adultes. Mais c'est faux. C'est plutôt l'anxiété de l'adulte qui, par les neurones miroirs, va engendrer une anxiété chez l'enfant. Alors, faisons attention aux mythes, de pouvoir se débarrasser des mythes qui vont interférer avec l'approche positive. Voilà ce que je voulais dire. Je passe certaines diapositives. Il y a une image que je vais vous présenter là, dans votre imaginaire. C'est l'image du iceberg. La pointe du iceberg qui sort de l'eau, on pourrait voir là-dedans les comportements.
Et sous l'eau, on pourrait voir l'état affectif, les sentiments, les émotions de l'enfant. Et dans le fond du iceberg, on pourrait voir les besoins. C'est une image que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que ça m'indique comment le comportement est un langage que l'enfant ou l'adolescent utilise pour manifester son état émotionnel, ses sentiments, et manifester ses besoins. Lorsque les comportements sont appropriés, sont adéquats, ou moi je dis souvent des comportements qui sont fluides, agréables, on peut prétendre qu'à l'intérieur de lui, eh bien, ces sentiments, c'est des sentiments du lobe préfrontal gauche, par exemple, des sentiments agréables, hein, des sentiments qui le mettent en action. Et on peut prétendre que ses besoins sont répondus à ce moment-là. Soit ses besoins de proximité, ses besoins d'être vu, son besoin d'explorer, son besoin d'équilibre. Et lorsque les comportements sont inappropriés, eh bien là, nous, les adultes, il faut avoir cette capacité d'empathie cognitive, c'est-à-dire de comprendre, de se mettre à la place de l'autre et de comprendre que sous l'eau, eh bien, il y a des émotions qui nous signalent des choses et possiblement des besoins qui ne sont pas répondus. Je vais en profiter pour vous parler d'une anecdote que j'ai vécue avant la pandémie, de la différence entre répondre à la demande d'un enfant et répondre à son besoin. Et je vais terminer par après à vous parler un petit peu d'emmener les enfants dans la tolérance à la frustration. Alors, je parle de mon anecdote. J'étais dans une école pas loin de chez moi, au Mont-Saint-Hilaire, et j'y allais 2-3 avant-midi par semaine dans des classes de maternelle, première année, observer les enfants, aider des enseignantes. Et mon travail était de rapporter à l'enseignante ce que j'avais observé des enfants. Le comportement, c'est un langage, alors ce que j'avais observé de certains enfants en particulier même. Alors j'y allais quelquefois septembre, octobre, et puis là, à un moment donné, un de ces matins, un enfant de la maternelle, avant d'aller à l'extérieur, il s'était habillé un peu, il avait mis son manteau, il vient me voir, puis il me dit, veux-tu attacher mon manteau? Et là, si j'avais eu 25 ans, 30 ans de moins que mes 74 ans, je lui aurais probablement dit, ben, tu es un grand garçon, hein? Tu es capable d'attacher ton manteau, hein? Tu es autonome. Alors, allez, attache ton manteau, puis bonne récréation. Mais là, je ne suis plus capable de faire ça. C'est ça le problème aussi avec des connaissances. Je ne suis plus capable de faire ça. Parce que, d'abord, un enfant qui vient voir un adulte, et surtout un adulte qui connaît moins, c'est très vulnérable. Il se met dans une position de vulnérabilité. Et qu'est-ce que c'est la vulnérabilité? C'est sujet d'être blessé. C'est ça, ça rend vulnérable. La définition de la vulnérabilité, c'est sujet d'être blessé. Alors, ça vient me voir dans un état de vulnérabilité et en même temps dans un état de me connaître davantage. Alors, je me suis penché à sa hauteur, puis je lui ai dit, ça se peut-tu que tu viens me voir pour me connaître davantage? Parce qu'il m'avait vu quelques reprises. Il me dit oui, puis il me dit, as-tu des enfants? Tu sais, les enfants, ils vont partir de ce qu'ils sont. J'ai dit oui, j'ai une grande fille qui est une maman d'une petite fille de ton âge qui s'appelle Géraldine. J'ai tout dit ça. Il me regardait, puis il était bien. Puis j'ai dit en même temps, mais je vais en profiter pour commencer à attacher ton manteau pendant qu'on se parle. Puis toi, tu vas faire le reste. Alors j'ai répondu à son besoin d'avoir plus de proximité avec moi, qui est un besoin fondamental des enfants avec les adultes. Et puis, en même temps, je l'ai aidé à attacher son manteau, mais j'ai répondu à son besoin et non pas à sa demande. Et tout ça, ça entre dans une approche positive lorsqu'on a toutes ces connaissances-là.
Puis cet enfant-là est parti, puis quand je revenais, il venait me voir, puis il partait explorer son monde. Alors, c'est une petite anecdote pour nous faire voir comment il y a deux grands besoins vitaux, fondamentaux chez les enfants, le besoin de proximité qui leur permet de ressentir de l'ocytocine, de la sérotonine, de la dopamine aussi, et ce besoin d'explorer le monde en sécurité, parce que la sécurité, elle part de la proximité avec des adultes. Alors voilà, il y en aurait tellement long à dire là-dessus. Et c'est pour ça que nous, les adultes, on est un phare pour l'enfant. On est une boussole, puis on est un contenant où il peut venir se déposer. Et tout ça fait partie de l'approche positive telle que je définis là, précédemment. Et on est aussi une maman ou un papa canne, et que les cantons suivent la maman canne dans cette saine dépendance. J'aimerais vous parler, pour terminer, d'un sujet que j'aime beaucoup aussi quand on parle de l'approche positive et surtout dans le domaine de la saine fermeté et de la saine autorité, c'est tout le phénomène du principe de la réalité. Et d'ailleurs, j'invite les gens à aller lire et écouter le docteur Didier Pleu, qui a écrit beaucoup de livres sur l'éducation. C'est un docteur en psychologie qui s'intéresse beaucoup à l'éducation. Et j'aime beaucoup de lui, qui rejoint d'autres auteurs aussi. Et j'aime beaucoup de lui lorsqu'il parle de deux choses importantes dans l'éducation positive. C'est d'abord le principe de la réalité. Qu'est-ce que c'est le principe de la réalité? Mais c'est le principe que dans la vie, eh bien, il y a une réalité à laquelle faire face. Bon, prenons par exemple la pandémie, c'est une réalité. Sur la Terre, un petit virus vient déranger le monde entier, les 8 milliards de personnes qu'on est sur Terre, bon, à peu près, vient déranger tout le monde. C'est une réalité. Et la question, c'est comment je fais face à cette réalité-là, avec lucidité. Et plus que ça même, avec altruisme. Alors, il y a un principe de réalité. L'enfant, il fait face à des réalités. Il ne peut pas tout obtenir tout de suite, constamment. Il y a une réalité pour lui, chez les enfants, c'est d'apprendre à remettre le plaisir à un peu plus tard. Non pas ne pas avoir de plaisir, mais à retarder le plaisir, à le remettre plus tard, parce que le cerveau va davantage mieux se développer. Et ça, là, vous avez un très beau livre là-dessus de Didier Pleu, faire attention à ne pas être sous la dictature de son cerveau reptilien. Un livre qui a été écrit à partir de Baller, le livre Le bug humain. Alors, il y a un principe qui est là. Et chez les élèves et tout ça, tu ne peux pas tout comprendre tout de suite. Moi, j'ai des petites filles, une petite fille à l'école, deux petites filles à l'école primaire. Puis oui, il y a des travaux à faire. Oui, il y a des tâches à accomplir. Oui, il y a des tests pour voir qu'est-ce que ton cerveau a retenu. Et c'est ta réalité d'étudiante. Puis il y a une réalité sociale aussi. Ton enseignant ne peut pas être constamment à côté de toi. Il y a ce principe de réalité que nous, les adultes, on doit revenir, sur lequel on doit revenir. Et dans ce principe de réalité, il y a un élément important pour le cerveau. D'ailleurs, il y a des recherches là-dessus. C'est dès les premières années de l'enfant, d'aider l'enfant à développer cette capacité de tolérance. Moi, jeune, je n'avais pas cette capacité de tolérance. La tolérance aux frustrations, là, oh là 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 là. Je rentrais à plein pied dans la frustration. Développer la tolérance à la frustration, la tolérance à l'effort, la tolérance à la réalité, aux tâches que j'ai à faire. La tolérance que je ne peux pas tout avoir dans l'immédiat. La tolérance que je vais vivre des émotions, je vais vivre des frustrations, je vais vivre de la tristesse,
puis l'anxiété, puis le stress, hein, qui sont des signaux d'alarme. Hein. Quand je vois ça actuellement, on dirait que les gens sont de moins en moins tolérants à des états de stress et d'anxiété. Et pourtant, notre grande Sonia Lupien, elle a écrit un livre qui s'appelle « Pour l'amour du stress ». Et nous-mêmes, on a travaillé notre tolérance devant un enfant qui prend plus de temps à se développer. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps à me développer. Et je remercie les gens qui ont eu de la tolérance à mon égard. Alors, c'est ce principe de tolérance que Didier Pleu appelle à la frustration, mais qu'on peut élargir à la tolérance à l'effort, à la persévérance. Et parlant de la persévérance, bien, je sais qu'au mois de février, je crois, il y a une semaine de réservée à la persévérance. Mais ce qui sera plus important, c'est que l'enfant puisse saisir que moi, l'adulte, je suis persévérant à ton égard. En plus d'être tolérant, je suis persévérant à t'aider à te développer. Parce que mon travail, c'est justement de développer ton cerveau supérieur qui devrait être un cerveau positif face à la vie, plein d'optimisme. Alors voilà, je vais m'arrêter ici. Ça fait déjà presque 45 minutes, 1 heure. Il y a tellement de choses à dire, mais dans le document, si vous pouvez vous procurer le document, eh bien, j'ai ajouté d'autres éléments. Il y a même le nom de certaines vidéos que je vais envoyer à votre responsable, auxquelles vous pourriez sûrement avoir l'occasion de voir. Mais c'est tout un monde assez extraordinaire. Alors, ne soyons pas des positifs ou des optimistes béats, mais soyons des adultes capables d'être positifs devant les événements de la vie et trouver un sens, optimistes d'avoir cette confiance qu'on influence le cerveau des enfants, et surtout cette confiance en nous, comme adultes, à aider les enfants, la confiance de savoir que le cerveau de l'enfant et du jeune va se développer, et la confiance aussi aux événements, aux expériences de la vie. Et ainsi, je pense qu'on pourrait vivre peut-être plus heureux tout le monde. Alors voilà. C'était très intéressant. Trop court. Hein? C'est beaucoup trop court. On vous aurait pris encore vraiment on vous aurait écouté pendant des heures et des heures. Très intéressant, moi, pour vous avoir eu en formation toute une journée. C'était pas assez. Fait que j'y mets un 45 minutes. C'est trop court, c'est certain. Il y a beaucoup de choses à dire, hein? Beaucoup de choses à partager. Tout à fait. Je veux rappeler aux gens, je l'ai écrit dans le chat, mais je veux quand même le redire, que tout votre document de présentation, les gens vont le recevoir, ils vont pouvoir le consulter parce que je sais que vous avez pigé un peu partout dans différentes diapositives dont vous avez parlé, fait que les gens pourront prendre le temps, retourner, lire. Il y a des titres de livres, mais là, juste à brûle pour point, on a demandé, vous avez parlé d'un livre, ne pas être prisonnier de son cerveau reptilien. Oui, faire attention à ne pas être prisonnier de la dictature du cerveau reptilien de Didier Pleu. Okay. De Didier Pleu, qui est à lire absolument, qui lui s'est basé sur Boller, qui est un chercheur émérite en neurosciences, qui a écrit un livre magnifique, Le bug humain, que j'invite tout le monde à lire. Alors, tout ça, c'est que, en fait, tu me fais penser que nous, les adultes, on doit constamment se renseigner. En 2022, là, on doit constamment se renseigner, lire au niveau de l'éducation, de la psychopédagogie, des neurosciences. Il y a tellement de bons livres qui nous aident justement à activer nos neurones, parce que tout est une question d'activation des neurones. Il s'agit de bien les activer. Exactement. Oui. Merci pour la référence. Le bug humain, donc j'espère que les gens vont pouvoir le prendre en note. Il y a eu quelques questions qui ont été soulevées pendant la rencontre. Alors, je vais juste y regarder. Oui. Il y a quelqu'un qui demandait, est-ce que ça peut arriver qu'on aide trop un enfant? Ça empêche l'enfant de bien se développer. Oui, il faut faire attention à leur surprotection.
à la suraide. Quand on aide trop, le problème n'est pas l'enfant, c'est nous. Et je le sais. Et ça, j'en aurais long à dire sur ma vie. J'ouvre une parenthèse avec tout ce que je sais maintenant. Je dis souvent à ma femme et que je recommencerai mes 10-15 premières années d'enseignement. Et je recommencerai mes premières années avec ma fille, elle est née quand j'avais 30 ans, en 78. Non pas que c'était catastrophique, mais je sais maintenant que j'aurais pu intervenir de façon telle à aider leur cerveau à se développer. Parce que, comme dit souvent Siegel, Daniel Siegel, dans tous ses livres, notre travail, c'est de développer la maison du haut, le cerveau supérieur. Parce que l'enfant a sa maison du bas, il faut qu'elle soit en sécurité pour pouvoir avoir une maison du haut, un étage du haut stable. Alors, je le sais, ça, maintenant. Okay, c'est quoi la nuance, un peu? Hein? Ben, la nuance, c'est que quand je veux trop aider, c'est que moi, je n'ai pas confiance au cerveau de l'enfant. Je lui empêche peut-être de vivre ses émotions, de vivre ses expériences. Et je vois ça souvent, moi, en consultation. Quand j'entends, ben, je voudrais pas qu'il souffre comme moi. Ben, je me dis, vous avez souffert et que vous êtes une belle personne. Alors, si vous voulez pas qu'il souffre, est-ce qu'elle va être une belle personne résiliente? Ah, OK, oui. Alors là, ça dépend de mon style d'attachement. Si j'ai un attachement anxieux, eh bien, ça se peut que j'étouffe l'enfant, que je l'accompagne pas à vivre ce qu'il a vécu. Parce que dans le fond, quand l'enfant vit une crise, par exemple, mon travail, c'est de l'accompagner dans sa crise, de l'encadrer, bon, de le structurer, puis je n'aurais long à dire. D'ailleurs, j'ai un beau couple de parents que je travaille depuis un mois avec eux, là, qui font un travail magnifique de changement, parce qu'au lieu d'être dans une approche comportementaliste de punition, ils embarquent dans une approche développementale. Et ça donne des résultats après un mois inouïs de leur relation avec l'enfant. Alors, c'est ça, quand vous me dites trop aider, moi je dis nuire. Moi je dis nuire. Parce que c'est pour ça que le mot sain est tellement important. Une saine aide et aider à ce que l'enfant vive. Moi, j'ai un petit-fils qui a des symptômes d'autisme. Il faut qu'il apprenne à vivre avec ça. Ça fait partie de lui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis j'en ai un autre qui a un autre style de tempérament. Puis j'ai une petite fille de 11 ans qui vit plus avec de l'anxiété de séparation. On ne va pas enlever ça. On les aide à faire face à leur anxiété, à leur anxieuse quand elle se manifeste. On les aide à vivre avec, à s'en faire une alliée même. Oui, oui, oui. Alors, bon, je dis ça rapidement, puis on pourrait élaborer là-dessus. Alors, mais c'est pour ça que c'est toujours un travail sur moi, sur ma perception face à ce qu'est l'enfant dans sa nature, à ce qu'il vit et à ce que je peux lui apporter pour que son cerveau continue à apprendre à se développer. Excellent, parfait. Merci pour ces explications-là. Votre exemple de manteau du petit garçon là, que vous avez aidé à attacher le manteau, qui est venu vous voir, ça l'a fait réagir. Il y a des gens qui ont vraiment aimé cet exemple-là. Ça amène à réfléchir vraiment. Oui, c'est un bel exemple, ça, que j'ai vécu. Ça m'est arrivé de même. Puis j'ai pu faire ça parce que maintenant, puis avec humilité, puis avec simplicité, j'ai ces connaissances-là. Je remercie tous les maîtres que j'ai eus, hein, tous les maîtres, tous les auteurs que j'ai lus. Je remercie les scientifiques qui ont transformé mon cerveau. Alors, et l'enseignante, elle m'en a parlé par après, puis elle a dit, quand je t'ai vu attaché, j'ai failli te dire, parce que c'est une bonne amie, hein, qu'il est capable. Je savais qu'il était capable, mais il est capable de manipuler, il a des doigts. Mais derrière, et je le répète, un enfant qui vient voir un adulte, même si parfois, ben, il peut venir avec insécurité dans son cerveau, on peut pas tout lire dans son cerveau de ce qui se passe, n'oublions pas qu'il vient avec vulnérabilité. Et s'il est repoussé, rejeté, ou si on ne répond pas à son besoin, ben, ça a des incidents dans ses relations avec les adultes.
Okay. Moi, j'ai été souvent repoussé et tout ça. Quand j'étais jeune, j'étais le plus vieux. Donc, il ne fallait pas qu'on dérange nos parents. Bon, que ma mère avait une grave dépression. Donc, il fallait que je m'occupe de tout le monde. Puis, on me disait que j'étais autonome. Ça me faisait bouillir parce que j'aurais aimé ça m'attacher à un adulte. Parce que je n'ai pas eu de modèle d'adulte avec lequel je pouvais être en saine dépendance et qui m'aurait aidé à faire en sorte que je ne vive pas autant de difficultés relationnelles. OK. Puis il y avait quelqu'un qui, justement, par rapport à cet exemple-là, disait, il y en a des fois en classe, ils reviennent de façon répétée. Ben oui, ils reviennent bien sûr, bien sûr. Ah ouais, puis ça, ben, je n'ai eu des élèves comme ça qui revenaient, puis je disais, ben merci de venir me voir. Puis là, ben, je leur disais, quand tu viens me voir, tu me dis merci, hein. Puis ensuite, je leur donnais des devoirs. Quand tu viens me voir, tu me dis qu'est-ce que tu comprends. Puis ensuite, je vais t'envoyer l'expliquer à un autre. C'est là que dans nos interventions, on doit avoir de la créativité. Puis ensuite, ben, je pouvais utiliser d'autres moyens. Je disais, ben, ce matin, tu peux venir me voir 3 fois. Alors, tu choisis tes moments opportuns. Mais je vais l'aider à se structurer. Hein? Puis des fois, je ne donnais pas de réponse. Je demandais, quelle est ta réponse? Tu vas aller valider avec un autre. C'est ça que j'ai appris. Je n'avais pas ça avant 30 ans, même 40 ans. Mais tous les maîtres, André Paré, Mona Auclair, je peux les nommer, ils m'ont aidé à mettre de la créativité. Parce que les interventions positives, je le dis à tout le monde, là, allez pas lire Ricardo Di Stasio, ne sont pas dans les livres. C'est des recettes. Et il faut les créer selon le contexte, mais à partir des principes, à partir des connaissances. Et surtout à partir que quand un enfant vient me voir, même un petit peu trop souvent, il se rend vulnérable parce qu'il peut être rejeté. Alors, c'est à moi maintenant à l'orienter. Ou des fois, je disais, tu viens pas me voir. Je vais aller te voir. Puis des fois, je disais, mais à telle heure, je vais aller te voir. Puis là, tu gardes dans ta tête, dans ta mémoire de travail, hein, tu gardes ça pour savoir qu'est-ce que tu vas me dire. Ou marque-le. Je vais y donner des pistes. Des pistes. Très intéressant. Parce que ça va avec le style d'attachement. Puis il y a des enfants qui ne viennent pas nous voir, qui devraient venir nous voir. Pourquoi? Parce qu'ils ont un style d'attachement évitant. Comme moi, j'avais, au début, j'avais un trouble de l'attachement, alors je voulais avoir le pouvoir sur tous les adultes. Si vous saviez le nombre de fois où je me suis fait mettre dehors d'école puis tout ça, parce que je voulais avoir le pouvoir sur les adultes. C'est ça un trouble de l'attachement, entre autres. Puis ensuite, j'ai développé un attachement évitant, fait que les adultes, never mind, je m'arrange. Mais non, c'est pas simple parce que ça donne pas des relations intéressantes, épanouissantes. Et dans ma vie, étant donné de la neuroplasticité, je viens constamment à ça, mon cerveau s'est transformé et maintenant, je peux dire qu'à 74 ans, dans ma vie professionnelle et personnelle, j'agis beaucoup plus avec un attachement le plus sécurisant possible pour l'autre. Oui. Donc, il y a je ne vais pas dire le mot espoir, il ne faut pas exagérer, mais c'est pas figé dans le temps. C'est pas parce qu'à 25 ans, c'est comme ça, c'est terminé. Ça peut évoluer, ça peut changer. Toute notre vie, là, dans le fond. Moi, entre 20 et 30 ans, il y avait du monde qui me disait, toi, tu vas finir dans la rue, toi, tu vas finir comme ça. À l'adolescence, on me disait que j'étais finir en prison. Puis je dirais pas tout ce que j'ai fait, je le regrette énormément. Et c'est ça aussi qui est important, hein? C'est d'être capable de regretter ce qu'on a fait, parce qu'on a mal fait, hein? Comme dirait Serge Bouchard. J'invite tout le monde à aller sur YouTube et à aller écouter notre homme du Québec, Serge Bouchard, il y a eu des péripéties, cet homme-là. Aller écouter une vidéo YouTube qui s'appelle L'Humain. Allez écouter ça. Tranquillement. Et réécoutez-le ensuite. Puis une troisième fois, L'Humain. C'est de toute beauté. Et tout ce que j'ai dit ce matin, c'est il dit mieux que moi. Et je n'ai pas de problème avec ça. On apprend à transmettre. Et cet homme-là, c'était un transmetteur émérite. Alors, allez écouter L'Humain. Je ne peux pas vous le présenter là, ici. Là, mais je le prends en note, oui, c'est sûr. Allez écouter. J'ai vu tantôt passer rapidement quelqu'un qui me disait 1 à 1, ça va, mais dans un groupe. Oui, c'est ça, c'était ma dernière question. Oui, mais dans un groupe. Alors, ça, c'est merveilleux. Oui. C'est merveilleux. J'avoue, personnellement, que je pourrais parler
mes domaines qui ne sont pas encore très bien développés, mais j'ai des domaines que j'ai développés assez jeunes, peut-être parce que j'en avais une bonne base, de leadership. Et j'aime les groupes. D'ailleurs, mes étudiantes le disent à l'université, j'aime beaucoup le présentiel parce que j'aime être avec un groupe. Oui, je peux faire de l'individuel, des petits groupes, mais je favorise un groupe, une équipe. Peut-être parce que j'ai joué étant jeune au football, puis qu'on est une équipe, puis tout le monde a un rôle, puis qu'on doit protéger tout le monde aussi, ben peu importe. Et dans les groupes, on peut aussi travailler en intervention positive. Et quelle est la première intervention positive? C'est être dans le cadre de pas, et même sortir du cadre, d'aller dans le corridor et accueillir chaque jeune. Et d'ailleurs, ici, je n'ai pas pu le faire avec le webinaire, mais hier, j'ai fait une conférence à distance et avec Zoom, puis j'ai accueilli chaque personne. Puis avec des dépôts. Je suis content de te voir. Tu m'arrives un matin avec une belle soif d'apprendre, ça paraît dans tes yeux. Moi, je considère que les adultes n'ont pas appris l'altruisme à faire des dépôts. Ah, ils en font des dépôts, c'est quand l'autre meurt. Ah, il était si fin, si agréable. Mais il est mort. Il ne t'entend pas. Pourquoi tu lui dis pas? Là. Alors, un jeune, l'accueil. Pour moi, c'est fondamental. Puis s'il y a du monde qui me connaisse ici, que j'ai eu comme étudiant, eh bien, peut-être que j'ai manqué mon coup à quelques occasions, mais l'accueil. Les dépôts. Ensuite, bien évidemment, les remercier. Merci d'être là. On manque, nous, de gratitude envers les jeunes. On les prend pour acquis. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit ça un jour, c'est André Paris, tu prends tes élèves pour acquis. Ça fait mal, mais après tu te réveilles. Merci d'être là. Merci de faire ce que je vais vous demander, parce que je sais ce qui est bon pour vous, puisque je suis là en avant de vous. Si tu ne sais pas ce qui est bon à offrir pour favoriser des apprentissages, il y a un problème. Et que les jeunes doivent le savoir. D'autant plus les mal partis. Parce qu'ils ont développé un cerveau de méfiance. Et moi, je leur disais, fais-moi confiance. Et si jamais je fais de quoi, puis que ça ne répond pas à tes besoins, tu me le dis. Mais je sais ce qui est bon pour toi. Ensuite, dire aux élèves, fais-le pour moi. Oui, parce que j'en ai besoin de ce que tu vas me faire pour pouvoir t'aider à poursuivre tes apprentissages. Puis quand je dis ça, je te dis, ça choke, hein? Le verbe choquer. Hein? Mais ça vient de l'Alaska, choquer. Un fuck choke. Tu sais? Alors, mais ces jeunes-là ont tellement besoin. Puis d'ailleurs, un jeune qui est mal parti, c'est un jeune qui ne sait pas comment être, qui ne sait pas comment faire. Donc, il a besoin d'un leader alpha, c'est ça un alpha, et en qui il peut avoir confiance. Puis là, on installe le lien d'attachement avec ça. Hein? Puis là, on installe son lien d'attachement. Puis à la fin de la journée, de la période, on se met dans le cadre de pote, on leur dit bonjour, puis merci d'avoir été là. Puis je vous attends la prochaine fois. Des mots simples, très simples, réalistes, mais qui créent un lien d'attachement. Puis ensuite, on peut inviter quelqu'un à venir dans une récupération. Je peux aller manger à l'école primaire ma collation avec un élève. Je peux apporter quelque chose à un élève quand je sais que ça va créer un lien plus fort avec moi. Parce que toute la base, c'est de créer le lien. Et les adolescents souffrent d'un manque de lien avec les adultes. Et s'il y a quelque chose à revisiter, nous les adultes, il ne faut pas attendre qu'ils viennent vers nous. Il faut attendre d'aller vers eux. C'est un adulte alpha va vers l'enfant. Attends pas qu'ils viennent. Moi, il y a des adultes qui ont attendu après moi, mais avec mon style d'attachement évitant, il n'y a pas question que je me rende vulnérable pour aller te voir. Vos conseils que vous venez de nous donner sont fascinants, vraiment intéressants, c'est simple à appliquer, mais vraiment important. Oui, dans la vie, la simplicité, c'est les gestes, c'est les paroles, c'est le regard.
Hein, les paroles, les gestes, l'attitude, le regard, les mots. Moi, je vois ça des fois dans des écoles, ils donnent des billets, puis tout ça. Ben non! Moi, j'en ai jamais donné, puis moi, je suis là, j'en donnerai pas. Mes mots. La puissance de mes mots. Quand je te dis que j'ai confiance en toi, fais n'importe quoi, ça ne brisera pas ça. C'est clair. Et un groupe, ben oui, puis dans un groupe, il ne faut pas oublier qu'il y a au moins 2 élèves sur 3 qui sont des bien partis. Il ne faut pas oublier que 60% à peu près, sinon plus, d'élèves qui ont un attachement sécure. Donc, il m'en laisse une petite clientèle, hein, une petite partie. Puis, il se peut qu'on ait des groupes avec des élèves qui sont bloqués dans leur maturité affective. Ça se peut. Ils peuvent avoir, je ne sais pas, 10 ans, puis agir dans certains contextes comme des enfants de 5 ans. Moi, j'en ai dans mes petits-enfants. C'est ce que je te dise. Ça fait partie de la réalité. Et moi, je trouve que les adultes, on n'est pas constamment connectés au principe de la réalité, de la nature d'un enfant, d'un adolescent, de la nature d'un jeune bloqué dans sa maturité, de la nature d'un jeune qui est un mal parti. Mais si on la comprend mieux, bien, nécessairement, avec le minimum d'intérêt, eh bien, on peut faire toute une différence. Clairement. Écoutez, je pense je vois les commentaires qui passent, les gens sont intéressés, on continuera encore, on vous reveut une autre fois pour une autre conférence. Non, mais sans mal parti, en passant, là, je veux m'excuser, sans mal parti. Moi, c'est le webinaire, je pense que c'est la première fois là, que j'en fais un comme ça. Alors, je tiens à m'excuser. Autrefois, je vous le dis, il y a à peine 15-20 ans, je serais parti. Avec mon style d'attachement évitant, je serais parti. Hein? Puis j'aurais dit, là, je vous le dis comme ça, fuck you. Je serais fuck you à moi-même, pas à vous. Là. Non, fuck you pour. Puis je serais parti. Parce que fuir, ça a été une stratégie importante pour me protéger. Et d'ailleurs, je ne comprends pas les adultes qui punissent les enfants quand ils fuient, ou quand ils fingent, ou qui s'opposent, ou quand ils attaquent, parce que c'est 3 stratégies qui viennent du cerveau reptilien. Ça ne vient pas de la tête de l'enfant. Puis je termine en disant ceci, on ne devrait pas parler de l'enfant, on devrait parler de son cerveau. Bon, par exemple, si je vois qu'un enfant, je donne une tâche, puis je vois qu'il bloque, parce que ça se peut, même moi, des fois, je bloque sur le ménage, par exemple, ou des trucs qui sont moins agréables. Je les rends de plus en plus agréables, parce qu'on donne un sens, mais qui bloque. On pourrait dire, actuellement, ton cerveau, il n'est pas disponible pour faire ma tâche. Alors, je te donne le droit actuellement de ne pas faire la tâche. Voici ce que tu vas faire à la place, qui va t'aider à faire ma tâche plus tard et avec moi. Voilà une intervention positive. Ça m'a été enseigné par Gordon Neufeld. Mais je vous remercie. Moi, là, j'ai rien inventé. J'ai tout appris. Puis j'apprends encore. Oui, puis vous nous le transmettez, puis vous nous permettez d'apprendre encore vraiment. Malgré les enjeux des soucis de départ, inquiétez-vous pas, les gens ont apprécié cette rencontre. Ça se termine en beauté. C'est ça le plus important, c'est que ça termine bien. C'est ça. Ouais. C'est ça qui est le plus important. Je voudrais vous remercier à vous. Vous remercier de m'avoir accompagné tout le long. Ça fait quelques fois qu'on se voit, puis ce soir, vous m'avez rassuré. Puis, alors, je veux vous remercier. Mais ça m'a fait plaisir. Parce que j'ai appris, après 50 ans et un peu trop tard, l'importance de la gratitude. Bien, sur ces beaux mots, je vous remercie infiniment. Merci à vous pour pour cette belle rencontre. Je remercie tout le monde qui a été présent avec nous ce soir. Alors, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous invite, je vous rappelle, le WebiPlus que vous allez recevoir en début de semaine prochaine, donc avec plein d'informations là-dedans, complémentaires avec ce que M. Robillard nous a parlé ce soir. Et je vous invite à notre prochain webinaire qui va avoir lieu durant la semaine de la journée de la persévérance scolaire, donc le 16 février, en compagnie de M. Frédéric Gay, où on va parler des conditions des milieux scolaires et familiaux qui favorisent la réussite éducative et la motivation. Donc, je vous remercie à tous et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci. Merci, M. Robillard, encore infiniment
Passez une belle soirée. Merci. Au revoir. Je vous remercie. Au revoir. Fait que là,